Ok, bon, on va commencer. T'es stressé? Ouais, je sais pas. Yako, moi j'étais stressée au début, mais maintenant ça va. Ok. Bienvenue dans Trip, comme tu vois ici. T'as pas trip, hein? Trip, ça veut dire, disons, voyage, mais c'est Ok. utilisé aussi pour, disons, les personnes qui fument. Ils font un trip quand ils fument. Et ils Mais fument là, quoi? le concept, c'est de faire un trip, mais sans prendre de substance, Ah, ok. tu vois. Ouais. Mais un trip vers le soi intérieur. Fort. Hein. Donc là, j'interviewe des personnes que j'apprécie et auxquelles j'ai envie de poser certaines questions. Donc voilà, le but, c'est pas de faire 1000 interviews ou quoi. Peut-être il y aura que ces deux-là. Et puis voilà. Et je vais commencer par te dire ce que j'apprécie chez toi, qui fait que j'ai voulu t'interviewer aujourd'hui. Comme toi, tu aimes le chamser, là, je te chamser un peu. C'est ça la première fois peut-être que... C'est à ton tour. Ce que j'ai remarqué chez toi et que j'apprécie beaucoup, c'est que tu sais aller au-dessus de ton ego. Tu sais maîtriser ton ego. Pas dans le sens ego, genre masculinité, mais ego dans le sens où, par exemple, tu sais reconnaître quand tu as tort, ou tu aimes la cohésion, tu aimes que les gens s'entendent. Et moi, je trouve ça extraordinaire, tu vois, de savoir s'excuser, de vouloir le bien des autres. Et je trouve que tu es profondément gentil. Genre, c'est pas une gentillesse de surface ou quoi, mais genre, tu as vraiment un bon fond. Après, il y a des défauts à côté, mais je pense que tu es profondément gentil. Ouais. Donc voilà, c'est ce que j'apprécie chez toi. Et on va commencer par les présentations. Et ce que j'aime faire, c'est de demander aux gens de se présenter, mais sans dire leur nom, sans dire leur âge, sans parler de leurs études ou de leur job. Donc c'est un peu dire qui tu es en dehors du système. Comment tu te définis? On commence soit un peu loin. Je pense que si je devais me définir, je pense que peut-être que je suis quelqu'un qui aime avoir la paix en fait, tu vois. Qui aime être tranquille, qui peut-être n'aime pas les embrouilles, qui fait tout pour régler les embrouilles en fait. Et quelqu'un qui aime être dans un environnement où les personnes qui sont autour de lui aussi sont en paix. Naturellement. Ouais, ça rejoint comment je te vois aussi. C'est comme ça que je le Ok, vois. c'est cool. Il y a un point qu'on a en commun, c'est celui d'avoir grandi à Bobo. Bon, moi, j'ai pas fait toute mon enfance là-bas, mais j'ai quand même fait une grande partie de ma vie qui a un impact quand même sur moi aujourd'hui à Bobo. Du coup, j'ai envie de te demander de me parler de ton enfance à Bobo. Comment c'était? On m'a jamais demandé ça. D'ailleurs, si c'est peut-être que c'est dans ça, les gens sauront peut-être que je vis à Bobo en fait. Ouais. Parce que si tu veux mon enfance à Bobo, j'ai presque eu c'est toute mon éducation en fait en vrai. C'est là-bas que j'ai grandi, c'est là-bas que j'ai fait ci, c'est là-bas que j'ai eu les valeurs que j'ai. C'est là-bas que j'ai eu ces valeurs-là parce qu'on nous a habitués à vivre ensemble, à manger ensemble, à faire des choses ensemble. Et c'est là-bas aussi que j'ai appris à me débrouiller sur tout. Parce que arrivé des moments où, bon, on ne va pas forcément te donner, toi-même va chercher. Et on nous apprenait toujours ça. Puis il y avait toujours des petits, est-ce qu'il y a des business, des petites astuces pour avoir de l'argent, légalement, pas sans voler. Donc, à Bobo, ça m'a appris à me battre. À Bobo, ça m'a appris à vivre avec les gens. À Bobo, ça m'a appris à être fraternel et surtout à donner de l'amour aux gens. Voilà, parce que j'ai trop entendu à Bobo la guerre, j'ai trop entendu à Bobo palabre et tout. C'est vrai que j'étais dans un quartier où, bon, peut-être à partir de 12h, enfin à partir de midi, ce qu'on appelle aujourd'hui des microbes pouvaient faire que personne ne sort, palabre de machette à gauche, à droite. Mais moi, j'ai grandi dans ça, mais je n'ai pas été dedans. Tu vois, je connais des gens qui étaient dedans, qui ont grandi dedans, qui sont malheureusement même morts dedans, tu vois. Mais ça ne m'a jamais pris. Moi, j'ai grandi dedans, mais j'ai toujours eu des valeurs, de belles valeurs, en fait, de bonnes valeurs, l'éducation, la famille, le sens de la famille, le sens du partage. Ouais. Donc, je pense que c'est ce que je retiens d'Abobo. C'est ce qui m'anime toujours quand j'entends Abobo, en fait, le partage. Totalement, c'est pareil pour moi. Moi, je parlais du là avant. Ah. Parce que je ne restais pas chez moi. On était toujours tous ensemble en train de jouer. Il y avait plein de jeux différents. Et je parlais du là couramment comme si c'était... Moi, je parlais, ça te surprend, mais je parlais du là, je parlais Aoussa. Ma soeur, jusqu'au jour, ma soeur parle Aoussa.
Parce que dans le quartier où on était, ou dans la cour où il y avait des Haoussa qui étaient là-bas. Et je traînais qu'avec des jeunes, des petits Haoussa aussi. Donc j'arrivais à parler Haoussa, je traînais avec eux. On me prenait pour un petit Haoussa aussi. Mais arrivé un moment, bon, je me suis détaché d'eux, donc je ne parle plus. Souvent, ça m'arrangeait bien. Quand je partais pied gaba, je disais moi Haoussa, mettre 2 poissons sur moi, 3 poissons. Mais aujourd'hui, je ne parle plus Haoussa. Mais ma soeur, aujourd'hui, elle parle toujours. Parce que ce qui était bien avec ça, c'est que les femmes Haoussa, elles ne parlent pas français. Donc quand ma soeur comprend le français, comprend Haoussa, quand elles sont enceintes, quand elles sont malades, c'est ma soeur qui les accompagne à l'hôpital. Elle sait toujours de traduction, de eux. Mais jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas Haoussa. Mais moi, bon, j'ai appris. L'éloignement a fait que... Bon, mon autre question est en référence à Bobo encore. Je me souviens d'une chose que tu m'avais racontée. J'ai oublié quelques détails, mais une fois tu me parlais de comment tu étais quand tu avais, disons, bougé un peu d'Abobo. Ouais. Et qu'un jour, on t'avait dit le prix de quelque chose, une pizza ou un truc comme ça, je ne sais plus. Mais c'est en rapport avec la nourriture que les gens mangent ici. Et puis je disais, là, mais ça c'est quoi ça? Et puis... maintenant, ton regard dessus a changé, tu vois. J'ai envie de te demander d'abord, qu'est-ce que le fait d'avoir bougé, de connaître, disons, ces deux mondes-là en griffe t'a apporté? Et puis, ça aurait changé quoi si j'étais restée totalement à Bobo? Je sais, pour l'heure, je ne sais pas ce que ça aurait changé. Mais je sais ce que ça a changé pour moi, le fait de t'avoir quitté là-bas. Rester à Bobo a ses valeurs, surtout mon quartier a ses valeurs, à ce que véhicule, à ce qu'on a, nos habitudes du tout, on a tous notre manière de faire qui n'a toujours rien à voir avec les gens de l'autre côté ici. On a notre manière de parler, notre manière de marcher, notre manière de faire nos choses en fait. Et moi j'ai grandi dans ça. Donc l'idée pour moi de voir un plat ou un truc qui m'allait être insignifiant, coûter cher ici, mais c'est que Kounoui ça. Et pour mon argent, pour aller payer, pourquoi il y a même 2000 francs, mais 1500 en charma 1500 n'est pas 5 gaba, tu vois ce que je veux dire, non? Mais je te dis que pour moi, pour moi à mon époque, hein, surtout quand j'étais petit, charma c'était un luxe. Moi, c'était les boss qui mangent charma. Ou bien même pas, mais quand on entend, chez nous, quand on entendait, aujourd'hui, là, on mange spaghetti, c'est la fête. Parce que spaghetti pour nous, c'est des gens. Spaghetti oignon, bon pas spaghetti oignon, mais genre spaghetti, on a macaroni, tu vois, non? Macaroni, on a macaroni double. Donc pour moi, c'était, ils ne mangent pas, le soir, bien manger. Mais le fait que je vois en fait ailleurs, ils voient les prix des choses, ils disent, mais ça c'est trop exorbitant, mais comment quelqu'un se permet d'acheter ça? Non, c'est trop fou. Et ça faisait l'objet de discussion même entre nous au quartier. Moi, je n'ai jamais acheté ça, moi, il n'y a pas mon argent, je dis ça, jamais, c'est trop cher. Ils pouvaient donner à ma maman, on avait ça, ils pouvaient donner à ma maman. Mais quand tu quittes dans cet environnement et tu viens dans un environnement où ce truc-là existe, tu comprends aussi pourquoi ça existe aussi. Je pense que j'ai compris que chaque chose a sa place. Si tu n'as pas l'un de ça, c'est parce que tu n'as pas l'un de ça. Si tu viens dans l'environnement, quand tu as envie de tester, si tu as l'un, tu achètes aussi. J'ai l'habitude de dire que quelqu'un qui va me dire, non, il est payé iPhone à tel prix, c'est trop cher, il ne peut pas payer ça. Il faut dire que tu n'as pas l'argent de ça d'abord. Il ne faut pas dire c'est trop cher. Ou bien il ne faut pas dire c'est les gens qui gaspillent l'argent. Non, c'est parce que toi, tes moyens ne te permettent pas d'arriver à ça. Moi, c'est pareil. Et moi, ce n'était même pas qu'une question d'argent aussi. C'était aussi la curiosité culinaire aussi. Je n'avais pas ça. J'étais habitué à ce qu'on me donnait à la maison. Donc, goûter autre chose, tu vois, ça, c'est pas doux. Tu vois, je n'étais pas curieux en matière de nourriture et tout. Donc, ça faisait que je n'avais pas cette envie d'aller découvrir. Mais dès que je suis sorti de là, j'ai compris qu'il y a d'autres choses en fait. Il y a d'autres choses à voir, il y a d'autres gens à fréquenter, il y a d'autres parfums à sentir et tout. Mais bon, ça m'a pas. Je n'ai pas perdu ce que j'avais là-bas, mais je me suis plutôt enrichi quand je suis sorti. Ouais. Encore plus parce que j'ai découvert d'autres choses que je ne connaissais pas. Ok, c'est génial. Tu as combien de frères et sœurs? Oula! Ah, ça. De base. Ok. De base, mon père, il était polygame. Ok. Donc je pense qu'il a eu 3 femmes comme ça. 3 femmes ou 4, je pense. C'est 3, je pense. De façon générale, le chiffre que je peux dire de toutes les femmes, peut-être qu'on était 20. Okay. On peut être 20. Okay. Parce que je ne les connais pas tous, par exemple. Okay. Pas parce que, surtout de nom, que je vais au village, on dit, ah, tu connais, c'est la femme, enfin, c'est l'enfant de tel. Mais du côté de ma maman, je peux dire qu'il y a 2 garçons. Il y a eu des jumeaux, malheureusement, qui sont décédés. Il y a 2 garçons et peut-être il doit y avoir 4 ou 5 filles. De côté de ma maman. Des autres mamans, de la femme de mon père, je ne les maîtrise pas tous, mais je pense qu'on doit être une bonne quinzaine. Quoi. Okay. Voilà. C'est ce que je retiens. Bah, de ce que moi je sais, bon, je ne connaissais pas le chiffre exact que tu avais en frères et sœurs, mais je sais que tu es le dernier. Oui. De tout ça, je suis le dernier.
Ah ouais, Si de c'est tout, 20 ou 25, je suis de tout, je t'es suis le t'es dernier. le Ouais. dernier. Bah, ça fait quoi d'être le dernier dans tout ça? Ça a été comme l'expérience avec tous ses frères et sœurs là, et d'être le dernier, ils font un bobo, sachant que tu fais des bêtises, ce genre de trucs là. Et Non, avec l'homme que tu es devenu aujourd'hui, tout ça. il faut, en fait, le statut de dernier, normalement, on t'appelle le larari. Tu vois. Le larari, c'est celui on va choyer, on va faire ci, on va faire ça, mais chez nous, c'était pas comme ça. Hein. Le larari, c'est pas parce que tu es le larari que tu vas te permettre de faire des conneries. Si tu fais, on te recadre, en fait, tu vois ce que je dis. Mais moi, j'ai eu la chance d'être éduqué, d'avoir grandi dans les bras de ma tante. C'est pas ma tante, c'est ma mère, la petite soeur de ma maman. Ok. Donc c'est elle qui a fait mon éducation en vrai. Ma mère, lorsque je suis né, moi, je suis au village de mon foyer, c'est elle qui a fait mon éducation. Donc grandir dans cet univers-là, mon statut de dernier n'a rien changé. Hein. On me prenait comme tout le monde. Je faisais devoir faire les tâches comme tout le monde. Quoi. Mais ça n'empêche qu'il y avait toujours une protection. Quoi. Quand il y a quelque chose qui se passe, donnez-lui d'abord avant de manger. Ou bien on n'a pas confiance, attendez, si vous faisiez manger, ou bien on mange, parce qu'on mange dans la même assiette, une grande assiette comme ça. Quand ça veut tendre vers la fin, laissez le reste, c'est le dernier qui va manger. On appelle ça ayatoto, laissez le reste au lagari, le dernier. Et c'est comme ça qu'on grandissait. Peu importe ce qui va se passer, les grands vont se servir, mais ils vont toujours penser aux petits qui en fait. Donc c'est dans ça que j'ai grandi. Même si quelqu'un achète quelque chose dehors, même si une maman d'offre, même si on a une cérémonie à la fête, on va toujours privilégier le dernier d'envoyer vers les autres. L'éducation, maintenant, dans les bêtises aussi, quand tu fais une bêtise, ça va pas que tu es le dernier qu'on va te laisser. Non, on va te corriger à la même hauteur aussi que des grands aussi qui ont fait des bêtises. Donc c'est dans ça que c'est pas parce que j'étais le dernier qu'on on me prenait comme œuf. Non, il n'y a pas œuf là-bas. On te dresse, on t'éduque de la meilleure des façons. Mais après, s'il y a des choses qui doivent te revenir, on te les restitue de droit en fait. C'est quoi la plus belle valeur qu'on t'ait apprise de toute ton éducation? L'humilité. Ok. L'humilité en toutes circonstances. L'humilité dans tout ce que tu as fait. Ça, c'est la plus. Il y a d'autres, mais c'est la plus grosse chose qu'on m'a. C'est la plus grande valeur qu'on m'a enseignée en fait. Pourquoi tu estimes que c'est la plus grande? Parce que ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ça me suit partout dans tout ce que je fais. Dans toutes les actions que je vais mener, dans tout ce que dans mon travail, dans ma relation avec les gens, c'est toujours ça qui va revenir en fait. C'est pas comme si je veux vous montrer ça. Dans mes actions, même sans vouloir montrer que je suis. Je ne dis pas que je suis forcément humble, les gens le diront, mais c'est ce qui transparaît dans ce que je fais, ou bien dans ce que je vais dire aux gens en fait. Et c'est l'une des valeurs la plus grande valeur, je vais dire. À côté de ça, naturellement, il y a le fait de rester, de savoir d'où je viens, surtout ça. Peu importe ce qui se passe, il faut te dire que quelque part, tu es quitté quelque part en fait. Si tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Tu vois, c'est des choses comme ça que moi toujours enseigné. L'humilité surtout. Est-ce que tu peux me raconter une situation où ton humilité t'a fait te démarquer, ou t'a apporté quelque chose de positif, ou t'a fait transcender? Là, je ne me rappelle pas tout de suite, je ne peux pas te mentir d'une histoire particulière. Mais je pense qu'une fois, j'ai travaillé sur un projet. Et de base, le projet, je venais voir la personne je suis venu vers la personne pour travailler. Et elle m'a dit, bon, voilà ce que je veux, voilà ce que je voulais. Elle m'a parlé de son prix, de son cachet, enfin de tout ce qu'elle pouvait lui donner comme argent et tout. J'ai dit que c'est la personne qui m'a contacté, voilà, c'est la personne qui m'a contacté. Elle était très franche avec moi, voilà ce que j'ai comme cachet. Puis je lui ai dit, tu sais, moi, tant que c'est des choses qui vont avec ma vision, avec ma manière de voir les choses, moi je suis prêt à rentrer là-dedans. Et j'ai travaillé en fait avec cette personne-là. Et le travail était tellement bon que la personne m'a recommandé ailleurs. Et la seule phrase qui sortait, quand on appelait la personne, on t'a recommandé, bref, c'est quelqu'un qui nous a dit de t'appeler. Et la phrase que la personne nous a dit, c'est que tu es très très humble. Donc c'est pour ça, tu sais faire son travail, mais c'est parce que tu es très très humble en fait que la personne a insisté sur ça pour qu'on puisse t'appeler. Mais on n'a jamais vu. Je sais pour qui, mais la personne n'a jamais déclaré que bon, c'est bon en fait. Mais j'ai juste une petite idée qui ça pourrait être. Ouais, après, il y a peut-être beaucoup d'histoires, mais je m'en souviens, mais ça fait partie des choses comme ça qui m'arrivent souvent. Ça a fortement joué alors dans le choix pour la suite. Oui. Pourquoi tu t'identifies à un alien? De base, je pense que c'était juste, je voulais trouver un kiff. Okay. C'est ça, de base. Après aussi, j'ai compris que on est tous en fait
il y a toujours, je disais cette phrase quand on me posait la question, je dis que il y a des choses il y a des choses qui existent qu'on ne voit pas. Il y a un voile entre des choses que Dieu a créées qu'on ne voit pas. Et c'est ce que moi j'appelle des aliens, par exemple. Parce que les aliens, on ne voit pas. Mais ces choses qui existent, qu'on ne voit pas, je pense qu'elles ont une influence sur notre vie. Tu vois, tel que quand les chercheurs se mettent à rechercher des aliens, donc c'est forcément une influence sur leur vie. Donc ils se mettent à chercher des vies au-delà de la Terre, au-delà de la planète dans laquelle nous sommes. Donc j'identifie les aliens à des choses qu'on ne voit pas, mais qui ont une interaction ou quelque chose qui agissent dans notre vie. C'est tout en fait. Sinon, ça ne veut pas de moi forcément un alien ou quelqu'un qui croit à la zone 54, qu'il y a les aliens qui vont venir. Je crois profondément, oui, qu'il y a des êtres qu'on ne voit pas mais qui existent en fait. Où Dieu a mis un voile entre nous et ces êtres-là. Et c'est eux que moi j'appelle les aliens qui ont une interaction dans notre vie, mais qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas voir, par exemple. Mais ils ont la forme qu'on a dans l'imaginaire. Ok. La forme qu'on a, par exemple, ça c'est la forme qu'Hollywood a décidé de donner. En fait. Dans les films hollywoodiens, donc ils sont verts, ils viennent de Mars, ils ont telle forme en fait. Après, on ne connaît pas leur forme en vrai. Mais la forme la plus représentative qu'on a aujourd'hui, c'est la forme qui est là. Donc c'est ce que je prends en fait pour les matérialiser en vrai. Je ne peux avoir d'autres formes, mais comme c'est la forme que la culture populaire nous a donné, donc on prend ça comme ça. Ils peuvent être, mais ils peuvent être peut-être c'est le vent, peut-être qu'ils sont là, tu vois. Ok, je vois. Donc ça reste quand même dans le mystique, mais tu as trouvé un moyen que nous, on peut comprendre, d'associer les... Exactement. Okay, exactement. C'est comme ça que je vois. Et puis, je pense que je suis quelqu'un aussi, je suis pas... Tu pourras parler avec moi, tu pourras discuter avec moi, mais je te dirai que ce que je veux, que ce que tu veux, que ce que tu dois savoir. Je n'irai pas beaucoup plus loin en fait. Je vais te dire ce que je peux me permettre de te dire. Donc je garde toujours une part pour moi, en fait, une part de moi pour moi. Parce que je trouve que tu peux pas, un homme avec un H, je ne peux pas te mettre un livre qu'on va lire à tout moment. En fait. Il faut qu'il y ait une part un peu de mystère. Ça n'a rien à voir avec le fait de se donner un genre, mais c'est juste que il faut que tu aies quelque chose que les gens ont envie de savoir un peu. Et ça fait que pour toi aussi, ça te permet d'être un peu rassuré, de te rassurer, pour dire que bon, heureusement, c'est pas ça de moi. Ou malheureusement, je sais pas, heureusement ou malheureusement, mais au moins j'ai une part de moi que je garde pour moi. Je ne me livre pas à tout le monde en fait. C'est un peu ça. Il y a une autre chose que j'admire chez toi aussi, que quand je te regarde, je me demande comment tu fais, genre comment c'est possible. C'est quelque chose qu'on a en commun d'une certaine façon aussi. C'est le fait que tu n'aies plus tes deux parents. Tu n'as pas vraiment connu ton papa. Et tu étais le lagari de ta maman. Et quand je suis là, je te regarde, je me demande comment tu arrives à tenir sur tes deux pieds, comment tu arrives à venir ici et puis à faire tout ça avec nous, quoi. Je ne sais pas si tu as une réponse à ça, mais voilà, c'est une question que je me pose. La foi. La foi, ça va paraître bateau, cliché, quoi que ce soit. Mais moi, c'est la foi qui me permet de tenir en vrai. C'est vrai que je lis tous les jours, tous les soirs, chez moi, en train de réfléchir, en train de penser, si. Bon, mon père, je ne peux pas trop parler de mon père parce que je ne l'ai pas vraiment connu en vrai. Mais par rapport à ma mère, c'est tous les soirs, tous les jours, c'est juste des questionnements. Si elle était là, voilà ce que j'ai pu faire, voilà ce que je peux faire. Et je regrette, bon, je ne peux rien faire. Mais ça me fait toujours autant. Cette douleur elle est toujours présente, tu vois. Partir comme ça, sans que son fils. Bon, j'avais nourri des projets, je partageais de très bons moments, on avait une relation assez fusionnelle parce que j'ai compris ça au moment où mon frère m'a dit une fois que. Parce que mon frère, mon grand frère, mon aîné, il a beaucoup vécu avec mon père. Donc il a eu la chance de partager de bons moments avec lui. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Donc il m'a donné un conseil très simple, fais en sorte que tu partages le maximum de temps avec ta maman. En fait. Donc j'ai décrété dans mon programme que tous les dimanches, peu importe ce qui va arriver, il doit aller voir ma maman. Et les dimanches, je ne vais pas, je me sentais déjà mal. En fait. Mais à côté de ça, je voyais trop. Malheureusement, il y avait une sorte de fatalisme derrière. Il me disait que si tu ne vas pas la voir, imagine si elle part. Qu'est-ce que tu vas faire? Elle était vieille. Mais je savais qu'à cet âge-là, naturellement, ce qu'on craint, tout ça allait venir. Mais je voulais faire le maximum pour
qu'elle puisse, pour lui donner ce que je peux lui donner pendant tant qu'un moment. Ouais. Et puis recevoir aussi d'elle. Et c'est ce que je faisais tout le temps, en fait, tous les dimanches. Ouais, c'était votre petite routine. Ouais, c'était quand je ne viens pas comme ça, c'est comme ça. Et quand je venais là, c'était tu viens, je fais la prière, on fait toutes les prières ensemble. Quand je finis, je mange avec elle et puis je rentre. Ça, puis quand je rentre, ici rentré, ok, merci, à dimanche prochain. C'était la routine qui était là. Une fois je rentrais, ça me rappelle un truc. Quand je rentrais, moi je vais là-bas à partir de midi. Et j'ai duré jusqu'à quand je suis arrivé à 16h. Je n'ai pas fait la prière de 13h avec elle. Donc elle a mis le tapis et puis on m'attend. Et puis elle ne fait pas. Jusqu'à 16h, 17h. Quand je rentrais dans la pièce, elle a commencé à chanter. Mon lagaré arrive. Et ça, j'ai toujours encore cette chanson dans ma tête. C'est vrai que je suis parvenu à créer ce bonheur-là. En fait. Quand je ne vois pas, elle va, Karim, tu n'es pas venu aujourd'hui, pourquoi? Voilà. Mais ces instants me manquent énormément. Tous les jours devant mon ordinateur, tous les soirs. Peut-être que c'est une torture, certains voudront ça comme une torture. Mais pour moi, je n'ai pas envie en fait, d'oublier. En fait. Tous les soirs, je regarde les archives de nos vidéos, de nos stories. Et j'essaie de faire en sorte que de ne jamais l'oublier. Je ne me pardonne jamais les gens où je oublié. C'est impossible, tu ne peux pas l'oublier. Ouais. Ça serait quoi si tu devais partager un souvenir de ta Doubéié et toi, à nous autres qui ne la connaissions pas, ça serait lequel? Parmi tant de souvenirs, celui que j'ai en mémoire, c'est la dernière chose que j'ai fait avec elle. Okay. C'était un mercredi midi. J'étais avec mon frère, on allait là-bas, on a mangé. On a mangé au Soumara. Soumara l'a fait. On a fini de manger, on a prié. Et ce qui est paradoxal de ce jour-là, c'est que d'habitude quand je vais là, je fais des vidéos avec elle. Et ce jour-là, j'ai fait une vidéo, mais je ne sais pas, mais je ne l'ai jamais filmée. J'ai filmé plutôt mon frère. Okay. Pourtant d'habitude, je la filme toujours. Mais ce jour-là, je me suis surpris en train de filmer que mon frère. Et puis elle a parlé dans la vidéo, mais c'est mon frère que je filmais. Et c'est la dernière chose que j'ai eu à faire avec elle. Donc c'est la chose dont je me rappelle le plus, en fait, qui vient beaucoup plus dans ma tête. Et souvent, je le regarde et me dis que j'aurais dû la filmer, et tout. Vraiment. Et à part, je pense que tu as la chance que ton frère t'ait donné ce conseil-là et que tu aies pu créer autant de souvenirs avec elle et garder autant de choses en mémoire. C'est pas tout le monde qui y pense. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Ah oui, il y a une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que malgré qu'elle ne soit plus là, tu postes quand même tous les dimanches des vidéos et photos d'elle, comme si la routine continuait. C'est pourquoi? Est-ce que c'est le manque, c'est ta façon de combler le manque ou pourquoi tu continues de faire comme si c'était comme avant? Je ne sais pas, peut-être que c'est parce que j'ai pas encore accepté. Je pense que c'est tout ça, je n'ai pas encore accepté. Et c'est une promesse que je me suis faite aussi. C'est comme si, même si elle n'est pas là, il faut qu'un dimanche, je me rappelle d'elle tous les jours, mais il faut que ce dimanche, je me dis dimanche, demain c'est dimanche. Bon, peut-être cette vidéo va sortir, ça ne sera pas forcément dimanche. Quelque chose que je vais encore publier. C'était une fois, on m'a dit qu'est-ce que ça ne me fait pas du mal de toujours revenir de ressasser. C'est comme si genre, tu es blessé, tu as mis par rapport, après tu enlèves. J'ai envie de dire que je m'en fous peut-être. Mais c'est pour moi un niveau de rappel. Il faut que toujours que je me rappelle d'elle. Je ne dois jamais l'oublier en fait. Et les dimanches, c'est pour moi pour montrer que je ne l'ai pas encore oublié, je ne l'ai jamais oublié. Et c'est toujours un plaisir pour moi de ressasser ces souvenirs-là. Tu as l'impression de lui devoir ça? Oui. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme... Je suis certain que c'est parce qu'elle veut peut-être. Mais moi, ça me fait plaisir. Okay. Ça me fait vraiment plaisir de savoir que j'ai toujours des choses que je peux faire avec elle qui existent et que je peux montrer à la face de tout le monde. Et ça peut aussi aider d'autres. Parce que moi, j'ai eu des témoignages de gens qui m'ont dit grâce à toi, je me suis rapproché de ma maman. Et si ça aide des gens à savoir que nos parents ne sont pas forcément éternels, qu'on peut se rapprocher d'eux, tant mieux. Parce que moi, mon objectif
après, c'était ça en fait. Que je partage mes actualités, ma vie, mon quotidien avec ma mère, pour que d'autres personnes puissent s'inspirer, comprendre que les parents ne sont pas éternels. Maximisons le temps qu'on a avec eux. Ouais. Donc les dimanches, c'est pour moi une routine, je ne peux pas arrêter. C'est les dimanches d'obéir. Voilà, le dimanche de ma pays, donc ça finit pas en fait. Tu la décrirais comment? Elle était comment sa personnalité? C'était une personne en fait qui a vécu sa vie, mais elle a eu beaucoup de difficultés certainement, que je ne vais pas me permettre, parce que ce n'est pas dans ma langue que ces genre de choses doivent sortir. Mais malgré les difficultés de cette vie qu'elle a vécue, elle est toujours restée en de bons termes avec elle. Tout ce qui était, la chose qui était importante pour elle, c'était la famille. Ok. Les liens, il ne faut jamais, elles vont entendre qu'on n'avait pas là. Jamais elles doivent entendre ça. Elle, c'était ce qu'il faut qu'on préserve ça, peu importe ce qui va arriver. Le lien familial, on ne doit pas laisser tomber. Et elle avait toujours l'habitude de dire que elle et puis ses soeurs, ses frères, voilà comment elles ont conservé les liens. Et nous, on doit faire pareil aussi. On doit prendre ce chemin-là. Et c'est ce que j'essaie de faire aussi avec mes frères. C'est ce qu'elle nous a laissé, c'est ce que je décrirais en tant que personne. Elle était très aimante, adorable en fait. Okay. Moi, je tiens ça un peu d'elle. Elle n'aime pas palabre. Elle n'est pas dans les palabres, elle ne fait jamais de palabres. Mais elle était très cash aussi. Quand elle a quelque chose en cœur, elle le dit tranquillement. Puis après, elle passe à autre chose. Mais ce qui nous permet d'être. Ce qu'elle défendait le plus, c'était le fait de conserver le lien familial, ne jamais briser ça. Et je pense que c'est une mission qu'elle, depuis ses soeurs, frères, se sont donnés. Et que nous ont légué aussi, comme nous aussi, on essaie de suivre avec mes frères et soeurs. Et je pense que, alhamdoulilah, jusqu'ici, on le fait de la meilleure des façons. Ok, génial. C'est une façon très positive de terminer ce que tu disais. J'ai envie de savoir, c'est quoi tes rêves? C'est quoi qui te fait vibrer quand tu y penses? Mes rêves, ou mon rêve est très, très, très grand, tu vois. J'en vis vraiment, je cherche à être une sorte de leader dans ce que je fais. Okay. C'est-à-dire la création de médias, la création de contenu, dans l'élaboration de plans de comment est-ce qu'on doit créer un média. Tu vois, je me vois comme quelqu'un qui conseillerait des gens, des boîtes, des entreprises, des institutions à mettre en place un média. Des médias par rapport à la vision qu'il veut transmettre, par rapport à une population, par rapport à des problématiques surtout. Je vois ça comme une sorte de solution qu'on pourrait apporter pour régler d'éventuels problèmes ou même changer la façon de communiquer des gens. C'est comme ça que je me vois en fait. Ok. Est-ce que, disons, quand tu as commencé tes études, tu as grandi, est-ce que tu as toujours nourri cette passion-là? À quel moment c'est né chez toi de vouloir travailler dans la communication? Ça t'est venu d'où? Je pense que je l'ai toujours eu, mais je ne sais pas d'où c'est venu. Parce que je me rappelle quand j'ai eu mon bac, je voulais aller à l'ISTC. Okay. Et j'ai demandé à ma soeur, voilà, on va aller à l'ISTC. Elle a dit, ok, va prendre les renseignements, il faut te renseigner et tout. J'étais tout content. J'ai pris ça à l'ISTC, j'ai pris la fiche, on m'a dit, bon, il faut faire un petit concours, c'est 20 000 d'euros l'inscription et tout. Mais à ma grande surprise, ma soeur m'a dit, non, finalement, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est trop cher, on n'a pas l'argent pour payer, il faut aller faire l'aide moderne, il faut aller faire droit. J'ai vu, c'est comme si j'avais tous mes rêves en train de tomber à l'eau, okay, c'est dommage, je ne pourrais pas faire l'ISTC. Mais je vais aller faire autre chose que ce que tu me donnes, pas faire ce que tu veux là. Donc j'étais aussi penché, il y avait beaucoup de marketing aussi. Donc je suis allé faire du marketing, un BTS en marketing, après j'ai fait de la gestion commerciale. Et finalement, ce que je voulais faire, je me suis documenté, j'ai cherché sur les réseaux, internet, causer des gens, familiariser les gens qui font ce que j'aime faire, jusqu'à ce que je puisse venir intégrer le milieu maintenant. Je ne me vois pas, je ne travaille pas forcément vraiment dans la com. Peut-être que j'accompagne des gens dans leur processus de communication. Parce que ce que je fais, c'est de la création. Je mets la création de contenu naturellement, mais c'est plus la mise en œuvre des idées de communication que je fais. Ok. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit que l'un de tes plus grands rêves, c'est d'inspirer les gens. Ouais. J'ai envie de te demander ce que tu fais au quotidien pour atteindre cet objectif-là. Travailler tout le temps. Je ne cesse pas de travailler. Parce que ma soeur m'a dit qu'une fois que la seule chose, si le travail tuait, je n'ai pas trouvé ta maman ici. Parce qu'elle a travaillé jusqu'à un point là. Mais c'est pas que je suis omnibulé par le travail, non. Mais je pense que si tu ne travailles pas, c'est le travail qui fait un homme avec grand H.
Si tu ne travailles pas, il ne sait pas ce que tu fais dans la société. En fait. Moi, pour arriver à ce stade-là, c'est travailler, chercher à me performer, relever des challenges, sortir de ma zone de confort, faire des choses que je n'ai jamais fait. Mais c'est travailler, quoi. Surtout. Ok. Il y a une autre chose que j'ai remarqué chez toi. On pourrait prendre ça comme quelque chose de négatif, mais moi je ne vois pas ça forcément de ce point-là. C'est juste quelque chose que j'ai remarqué chez toi qui, je pense, a besoin d'interprétation. Je pense que tu vis avec un fort besoin de reconnaissance, que tu as besoin que les gens te disent c'est bien Karim, tu es sur le bon chemin, ou bien merci Karim. Tu as besoin de dire voilà ce que j'ai fait et d'entendre c'est bien. Est-ce que je me trompe? Je pense que tu ne te trompes pas. C'est juste que c'est l'interprétation que ça renvoie. Mais c'est pas plus ça. Moi, c'est plus, j'ai envie de montrer aux gens ce que je sais faire. J'ai envie de montrer aux gens voilà ce dont je suis capable de faire. Parce qu'il n'y a pas meilleur que toi-même pour montrer ce que tu sais faire. Si tu ne montres pas, qui va venir te montrer en fait? Donc, ce n'est pas tellement besoin de reconnaissance, ni un besoin de montrer ah, tu es trop bon dans ça. C'est pas ça. C'est surtout un besoin de voilà. Non, c'est pas dans le sens où tu veux te faire voir. Oui, ok. C'est plus dans le sens où c'est comme quelqu'un qui a besoin de. C'est comme si ça te rassure. Qu'on sache que je suis. Non, que d'entendre ça, d'entendre c'est bien. Non, je pense pas. Moi, au contraire, ça me fait peur. Parce que quand tu me dis c'est bien, pour moi, je ne vois pas le bien dans ce qu'ils sont en train de dire. Bon, pour le moins, je ne vois pas que c'est bien, en fait, tu vois. Je pense que non, c'est pas ça. C'est juste que si je le fais et que tu trouves ça bien, alhamdoulilah, comme j'aime le dire. Mais pour moi, c'est pas encore bien. Parce que là où je vais arriver, c'est même pas encore arrivé là où je vais arriver et puis tu dis que c'est bien. Parce que toi, à ton échelle, c'est quelque chose que toi tu trouves très bien, c'est bon, c'est parfait. Mais moi, à mon échelle, c'est quelque chose que je n'ai même pas, j'ai rien encore fait. Par contre, là où je voulais en venir par rapport à ça, par rapport au fait de cette forme de reconnaissance que tu penserais que je recherche, non, c'est juste que si quelqu'un me dit que me félicite pour mon travail, naturellement, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Mais ça passe vite. Je ne reste pas dans ça. Ok. Voilà, je ne vais pas dire ah, on m'a félicité, c'est gâté. Non, pour moi, ça doit passer vite. Parce que si tu restes dans ça, tu peux t'oublier en fait. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Ok. Tu es comment quand tu es amoureux? Hey, Rosia. Mariette. Réponds. Aboul et Youdas. Comment je suis quand je suis amoureux? Je pense que je suis vrai. Ok. Quand je suis amoureux de quelqu'un, surtout quand je suis dans une relation, on me reproche ça beaucoup, je donne tout. Ok. Je donne tout. Je fais tout pour être, pour ne serait-ce que faire comprendre à la personne que tu n'as pas eu tort de m'avoir choisi. Ok. Tu peux être rassuré que je suis pas l'homme idéal, mais je suis celui que tu es en fait. Et je donne beaucoup. Beaucoup de moi. Après, quand tu donnes beaucoup aussi, tu peux t'attendre aussi à recevoir beaucoup. Mais tout ce que je demande, c'est juste de l'attention. C'est tout. Donc moi, je pense que j'aime m'investir dans une relation amicale, surtout amoureuse. J'aime m'investir dedans. Parce que, tu vois, je vais t'expliquer comment. Pour moi, que la relation prenne fin ou pas, il est toujours important pour moi d'avoir quelque chose à raconter. Okay. Une belle chose à raconter au mauvais. Mais il faut que je puisse dire, au moins j'ai fait ça. Au moins j'ai essayé, au moins on a fait son moment. Mais ça n'a pas marché, ben, qu'est-ce que tu as fait, ça n'a pas marché? Ah, il s'est resté, il n'a pas parlé, il n'est pas non, c'est pas dans ça. Je me donne toutes les chances pour que les choses marchent. Après, je suis le genre aussi dans la relation, je sais peut-être reconnaître, je sais reconnaître mes torts par exemple. Quand je vois qu'il y a Esaïe quelque part, je te dis Esaïe, excuse-moi et tout. Donc je vais toujours chercher à m'améliorer pour que les choses soient bien. Mais il faut qu'on fasse aussi, j'ai quelqu'un aussi qui puisse comprendre ça et puis aller de l'avant. Sinon, juste trop. Moi, je kiffe l'amour, j'adore l'amour, vraiment. J'aime donner de mon temps pour la personne que j'aime. Du coup, il faut me raconter ton plus gros gourmet que tu as. Et puis tu me diras ce que tu as retenu de ça, ce que ça t'a appris. Je pense que, est-ce que mon plus gros gourmet, le gourmet que j'ai vécu, réellement qui m'a vraiment un peu cloué, c'est qu'une fois, tu vois, il y a une vidéo où les gens montent et puis il y a un gars qui s'élève de son lit et puis il applaudit. Ouais. Il te promet qu'il a fait ça. Je te jure. Wow. Parce que
malheureusement, c'est ce que je dis, quand tu donnes trop, c'est ce qui t'arrive aussi. Hein. Tu donnes trop, quand ça vient, ça te frappe aussi. Tu vois. Et après, on fouille, ils pensent ça avec. Ils pensent que c'est à juste. Quand tu vas tomber sur quelqu'un aussi qui va comprendre que tu donnes depuis qu'il va donner de son temps pour toi. Ça existe, ces genres de personnes-là. Donc, je me suis levé de mon lit et puis j'ai applaudi. Tellement ça m'a fait mal. Ça m'a vraiment blessé. Ça m'a impacté. Mais le problème avec moi dans ça, c'est que je voyais trop loin par rapport à la personne. C'est-à-dire que c'est un problème. C'est un problème. Pourquoi? Parce que il faut que dans une relation, essaie d'être un peu, peut-être pas au même niveau d'avancement. Mais il faut savoir que toi, si tu te vois peut-être dans le mariage, la personne n'est pas encore, doit accepter déjà de comprendre qu'elle doit marcher dans le mariage. Ou même de marcher avec, de cheminer avec toi. Mais si toi tu te vois dans ces mariages, elle est encore à la phase de questionnement. Ah, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Mais toi tu te vois loin. Du coup, comment il me voit dans le mariage, je fais des actions vis-à-vis de ça. Et ça lui fait peur peut-être. Parce que ça va trop vite, ça va trop vite. Et là, c'est là que j'ai compris que, après ce gourmet-là, j'ai compris que vous devez avoir les mêmes visions naturellement. Mais chacun, à son niveau, avance avec son rythme. Il ne faut pas forcer l'autre à avancer aussi rapidement que toi. Ça ne marche pas. Il faut avancer avec les pas de chacun. Si l'autre, tu la trouves trop lente, tu ralentis un peu le pas, vous posez au même niveau, marcher. Si elle trouve que tu es trop rapide, tu dis, c'est comme ça que les choses arrivent. Et c'est la plus grosse chose que ça m'a appris. Et ça m'a appris surtout aussi à avoir de l'empathie pour l'autre. Parce que souvent dans la relation, je peux être trop focus sur ma personne. Genre, elle ne me parle pas, elle me fait ci. Pourtant, peut-être que pendant que tu entends passer, elle a des problèmes, tu vois. Elle fait ci, elle fait ça. Donc, c'est ce que ça m'a appris. Savoir que vous pouvez avoir la même vision, mais le chemin que vous allez prendre pour aller là-bas, ce n'est pas forcément le même chemin. L'autre peut être en retard, donc il faut comprendre l'autre pour que vous avancez. C'est ce que ça m'a appris. Ok, génial. Toujours dans le même cadre, mais disons que c'est ma petite transition. Je sais que l'une de tes conditions pour ta Dubaï 2, c'est. J'aime beaucoup Dubaï 2. C'est d'être musulmane. Oui. C'est important pour toi, Très important. La religion. Très important. À quel point? Primordial, c'est l'essence de ma vie. Je veux dire la foi. La religion, ma foi, c'est l'essence de ma vie. C'est sur ça que je bâtis tout ce que je fais. À un moment de ma vie, je disais que peu importe, je peux marier, que tu sois chrétienne, ça ne me dérange pas et tout. C'est vrai que certains hommes musulmans marient des filles chrétiennes. Ça, c'est ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai décidé de marier, Inch'Allah, de marier une musulmane. Parce que je pense que ce sera beaucoup plus facile pour moi dans l'éducation de mes enfants et dans l'accomplissement de nos objectifs de vie. Je pense que si on est même si on est dans la même religion, on pense pas qu'on pense pareil, mais on est guidé par la même foi. Il y a des choses qu'on va accepter et qu'on ne pourra pas se permettre les unes. Ouais, le chouchou des nanas voilées. C'est son pseudo sur Facebook. Pas ma mère. Ce qui est bizarre, c'est même pas. C'est pas moi. Tu sais pas d'où ça vient. Je sais d'où ça vient. Je sais qui a fait ça. Je le connais très bien. Mais vraiment, tu as créé quelque chose de mauvais. De dangereux. De dangereux. Mais vraiment, c'est pas une histoire de voiler quoi que ce soit. Hein. C'est juste que moi, dans mon idéal, c'est ça en fait. Être avec quelqu'un qui comprend ma spiritualité, qui comprend ma foi, et puis j'ai l'habitude de dire que chacun n'a rester dans son couloir. J'ai rien contre ceux qui se marient, c'est bien. Après aussi, Dieu, dans sa bonté, peut m'éprouver en me mettant sur mon chemin une fille qui n'est pas musulmane, que je veux peut-être épouser même. Et puis ça va faire que tout ce que je pensais ne pas pouvoir va arriver. On sera ok, elle va marcher dans la même. Bon, elle ne sera pas forcément musulmane, mais la relation sera chill. Les enfants, peut-être que seront musulmans. Parce que moi, je veux que mes enfants soient musulmans. Ça, c'est ce que je veux. C'est ce que je souhaite, c'est ce que je demande à Dieu. Parce que tu peux même marier une femme musulmane, et puis tes enfants ne vont pas être forcément musulmans. Donc, mais accorde-toi toutes les chances pour que ta progéniture soit dans ce cadre, en fait. C'est comme ça que je vois les choses. Ok. Ta foi t'apporte quoi concrètement? La tranquillité. La tranquillité de l'âme et de la tranquillité de mon esprit. En fait. Quand je suis angoissé, quand j'ai des problèmes, il n'y a qu'une seule chose que je sais faire, prier Dieu. Parce que mon frère m'a toujours appris que tous ceux à qui tu parles aujourd'hui, tous ceux avec qui tu discutes aujourd'hui, ils ne sont rien face à ce que tu fais en fait. Parce que même si tu te dis que le problème que tu as là, c'est lui qui va régler, tant que Dieu n'a pas décrété qu'il ne pourra rien faire. Donc remets ta confiance en lui.
En arabe, on appelle ça le. Bon, en arabe, je pense, dans la foi, on appelle ça le tawakkul. Ok. Mets ta foi uniquement en celui-là, lui seul. C'est lui seul qui peut régler tout, en fait. Même si tu as un problème, Ado ne peut pas régler, c'est Dieu qui peut régler. Et je te promets que c'est ça, en fait. On va dans une assemblée. Il y a un panel, c'est chic, il y a les grosses têtes. On a les cartes de visite et tout. Mais la meilleure carte de visite, c'est celle de Dieu. Parce que tu peux appeler tout le monde, va toujours décocher. Allô, mon petit, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Ah, vu, voilà, ok, tranquille. Tout ce qui nous manque, je pense que c'est cette sérénité-là. Et moi, la foi m'accorde cette sérénité. Parce que je sais ce que ça m'a apporté lors des difficultés, mon deuil, tout et tout. C'est que ça m'apporte quand je suis accablé. C'est à lui que je m'adresse. Et il me répond, il me le rend fièrement. Donc ma foi m'apporte la tranquillité d'esprit, la tranquillité de mon âme et tout, quoi. Tout ce que je fais, c'est ce qui guide en fait. Ma foi. Ok, génial. C'est quoi ta définition du bonheur? Je pense que. Bon, il n'y a pas une vie sans problème, c'est ça, bien sûr. C'est clair. Mais une tranquillité d'esprit, quoi. Ok. Vraiment être en paix avec moi-même, en paix avec les gens autour de moi. Et puis vivre pleinement ma vie je veux dire, dans les valeurs qui sont miennes, qui sont les miennes. Ne pas vivre comme si, voilà, vivre la vie demain, non, vivre très bien, mais vivre décemment. Pour moi, c'est ça le bonheur en fait. Mais surtout avoir cette tranquillité d'esprit, ne pas avoir peur de demain. Ne pas se dire demain, il y a mes rêves, est-ce qu'il y a manger, est-ce qu'il y a avoir l'argent pour faire ci, parce qu'on ne peut pas se mentir, notre vie d'ici, c'est régi que par le capitalisme. Je n'ai pas envie d'avoir cette peur. J'ai envie d'être à un minimum de ma vie où je n'ai pas à me poser des questions même pour retirer quelque chose, pour faire quelque chose. Je n'ai pas dit que je vais être immensement riche, non. Au moins que je n'ai même pas à me poser la question de savoir est-ce que je vais faire ci. Tu vois, non. Pour moi, c'est ça le bonheur, cette tranquillité d'esprit-là. Tu as ça en ce moment? Je tends vers ça. Je lutte pour avoir ça. Je n'ai pas. Parce que je suis tout le temps. Je suis beaucoup perturbé. Par la vie, par les questionnements, par le fait que est-ce que je pense que ce que je vais faire c'est la meilleure des façons. Est-ce que tu penses que tu pourras assurer si. Tu vois, c'est des questions tous les jours, il y a des questionnements en fait. Et voilà pourquoi le travail m'aide aussi à. Quand je travaille, ça me donne la certitude que je vais avancer dans un tel niveau en fait. Donc ce bonheur-là, je ne l'ai pas encore, mais je suis en train de le construire. Je travaille pour construire cela en fait. Et j'espère pouvoir y arriver. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Amen. Voilà, c'était ma dernière question. Et je trouve quand même qu'on termine d'une belle façon. Merci. Donc voilà, merci à toi. Merci infiniment. De t'être confié à moi. Et puis voilà, j'espère que tu as passé un bon trip, un bon voyage. Je pense que j'en avais besoin certainement. Génial. C'est quelque chose que je ne fais pas. J'ai jamais fait d'interview comme ça. J'ai jamais été devant quelqu'un qui me pose des questions comme ça. C'est quelque chose dont j'avais vraiment besoin, c'est de parler de moi au fond. Et puis voilà, comme alhamdoulilah, si tu as aimé, je suis content, c'est bien passé, oui, c'est le plus important. Ok, génial, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon.